Bonjour à tous. Donc moi, je voudrais parler avec vous d'algorithmes. Alors ces algorithmes, hein, ce sont des programmes informatiques et qui sont notamment utilisés pour nous évaluer, nous en tant qu'individus. Donc notamment, il y a beaucoup d'algorithmes aujourd'hui, qui évaluent nos goûts, pour nous proposer des contenus adaptés sur internet ou sur les réseaux sociaux. Quand on postule à l'université, c'est aussi un algorithme qui va, nous affecter dans des formations en fonction d'un ensemble de critères. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à ces algorithmes? Et donc pour commencer, je voudrais qu'on fasse un exercice qui a été réalisé par des chercheurs de l'université de Washington. Donc on va imaginer ensemble des informaticiens qui veulent apprendre à un algorithme d'intelligence artificielle à distinguer un loup d'un husky. Alors ça peut vous paraître un peu trivial, mais il faut savoir que c'est une question qui n'est pas simple à résoudre et que même les personnes qui travaillent avec ces animaux ne savent pas forcément distinguer un loup d'un husky à partir d'une photo. Donc on va voir comment l'intelligence artificielle s'en sort. Donc pour ça, ces chercheurs en informatique, ils vont donner à l'algorithme une grande banque d'images. Et puis pour chaque image, ils vont dire à l'algorithme c'est un loup, c'est un husky. Et puis, ils vont laisser l'algorithme trouver tout seul la meilleure manière de distinguer le loup du husky. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet algorithme, il n'est pas programmé ensuite pour nous décrire la bonne méthode qu'il a trouvée, en tout cas la meilleure méthode qu'il a trouvée. Donc, la seule manière qu'on a de comprendre, enfin de l'évaluer en tout cas, d'évaluer sa pertinence, c'est de lui donner des nouvelles photos et puis de voir ses réponses. Alors, vous voyez ici un échantillon, donc c'est des photos que l'algorithme ne connaissait pas, qu'il a bien classées à 80%. Alors, vous voyez, hein, il y a seulement 2 photos, celles qui sont marquées en rouge, que l'algorithme a mal classées. Et donc, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous seriez prêt à faire confiance à cet algorithme pour distinguer un loup d'un husky? Et effectivement, la question peut paraître surprenante dans la mesure où, en fait, vous ne savez pas comment il fonctionne. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle qui sont achetés et utilisés sans qu'on sache exactement comment ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'on les achète sur la base de leur performance. Alors, ce qu'on va faire, nous, pour progresser un peu dans notre connaissance de l'algorithme, c'est qu'on va ouvrir la boîte noire. Donc, on va regarder comment l'algorithme y travaille. Donc, on va prendre l'exemple de ce husky, très sympathique, mais qui a été mal classé par l'algorithme. Donc là, vous avez l'image qu'on a donnée à l'algorithme en entrée. Et là, vous avez en sortie l'image, les pixels sur lesquels l'algorithme s'est basé pour prendre sa décision. Et on s'aperçoit que l'algorithme, il a pris sa décision en fonction de l'arrière-plan de l'image. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé l'animal. Alors, pourquoi il n'a pas regardé l'animal? Parce que dans sa base de données d'entraînement, la majorité des loups étaient pris en photo sur des fonds enneigés. Et donc, l'algorithme, il a choisi le critère le plus efficace en fonction de sa base de données d'entraînement. Et donc, on comprend avec cet exemple assez bien comment un biais dans les données va affecter très grandement la pertinence de l'algorithme. Et donc, j'imagine que si maintenant je vous demande si vous feriez confiance à cet algorithme pour distinguer un loup d'un husky, il y a probablement peu de personnes qui seraient prêtes à l'utiliser pour cette tâche. Alors, on pourrait penser qu'il suffit d'avoir plus de données, que si on avait donné beaucoup plus de photos à cet algorithme, il n'y aurait pas eu ce biais dans les données d'entrée. Alors, on va explorer cette hypothèse avec une deuxième base de données. Cette base de données, elle recueille en temps réel tous les problèmes qui sont signalés sur le territoire de New York. Donc, la ville de New York, pour mieux gérer ses espaces publics, elle a ouvert depuis 2003 un service de recueil qui est extrêmement accessible et qui permet à tout à chacun de faire remonter ses problèmes. Donc c'est un service qu'on peut appeler, on a des opérateurs en différentes langues, on peut envoyer un SMS, on peut utiliser un site web, on peut utiliser une application, on peut utiliser les réseaux sociaux. Donc c'est assez facile de faire des remontées. Sur les 12 dernières années, ce système il a reçu en moyenne 2,5 millions de signalements par an, soit environ 50 000 par semaine. Et si on prend les données sur l'année 2017 comme exemple, alors ici c'est une partie de Manhattan, vous voyez que les données, donc ça c'est un point est un signalement,
on voit que les données, elles couvrent à peu près toutes les rues de cette partie du territoire. Donc on pourrait penser qu'on a assez de données pour comprendre, enfin connaître en tout cas, l'ensemble des problèmes qui sont les problèmes rencontrés par la population de New York. Alors il y a des chercheurs qui ont étudié la répartition spatiale de ces signalements. Et ils sont aperçus que par rapport à la population, il y a des quartiers qui font beaucoup plus de signalements par habitant que d'autres. Et puis, par rapport à l'état des quartiers, les quartiers les plus dégradés, et donc ceux qui sont le plus en besoin de rénovation, ce ne sont pas forcément ceux où il y a le plus de signalements. Alors, ils ont essayé de comprendre, et d'autres chercheurs d'ailleurs, parce que des travaux différents, ont essayé de comprendre ça, ont fait des entretiens. Et ils se sont aperçus que beaucoup, en moyenne en tout cas, les personnes qui cumulent les difficultés, en fait, ils font peu ou pas de signalement. Et c'est des personnes qui ne pensent pas que le signalement sera utile. C'est des personnes qui se sentent plutôt laissées de côté par les politiques publiques. C'est des personnes qui ne pensent pas que l'État va ou peut les aider. Et donc, au final, ces données qui sont extrêmement utiles pour repérer rapidement un certain nombre de problèmes, en aucun cas ne sont suffisantes pour connaître l'ensemble des problèmes de la population, bien qu'elles soient extrêmement nombreuses. Et finalement, c'est un petit peu comme si on avait un village Schtroumpf, mais dans la base de données, on n'aurait que 2 maisons. On aurait la maison du Schtroumpf grognon, parce qu'il aime bien se plaindre, et puis la maison du Schtroumpf à lunettes, parce que le grand Schtroumpf, il a dit que c'était bien de faire des signalements, et du coup, il a fait beaucoup de signalements. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va passer à un exemple qui a des conséquences plus dramatiques, en fait. C'est un algorithme qui est fait pour évaluer la récidive des personnes accusées en attente de procès. Donc concrètement, un juge reçoit d'un algorithme un score qui concerne une personne, et ce juge, il va décider si la personne reste en détention ou est libérée en attendant son procès. Donc c'est une décision qui est quand même très lourde de conséquences pour la personne concernée. Et donc cet algorithme, il a été utilisé aux États-Unis pendant plusieurs années, dans plusieurs États, par plusieurs cours de justice. Et c'est un algorithme boîte noire, c'est-à-dire que l'entreprise qui le commercialise, parce qu'on l'achète, ne veut pas donner le secret de son algorithme. Par contre, cette entreprise, elle met en avant le fait que son algorithme est plus objectif qu'un être humain qui ferait la même évaluation, parce que du coup, l'être humain a des préjugés, alors que l'algorithme n'a pas de préjugés. Alors, au bout de quelques années, il y a des associations et des chercheurs qui ont cherché à évaluer l'efficacité de cet algorithme. Et donc, pour ça, ils ont pris des scores qui avaient été attribués il y a plusieurs années à des personnes, et ils ont regardé les récidives connues de ces personnes pour voir si les prédictions s'étaient révélées justes. Et ils se sont aperçus que ce système était très nettement défavorable aux personnes de couleur. Ça veut dire que les personnes de couleur avaient beaucoup plus de chances d'être déclarées récidivistes potentielles, alors qu'elles n'allaient pas récidiver. Et ça peut paraître un peu surprenant parce que l'algorithme ne connaît pas la couleur de peau de la personne. C'est-à-dire qu'il a un biais envers la couleur de peau sans connaître la couleur de peau de l'individu. Alors, comment on peut expliquer ça ? En revenant aux données. Les données qu'il a en entrée, l'algorithme, forcément, il a le casier judiciaire de la personne. D'accord ? Le casier judiciaire, c'est les délits qui ont été commis par une personne et qui sont connus des services de police. Alors, aux États-Unis, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui montrent que certaines populations, notamment les personnes de couleur, sont beaucoup plus surveillées et beaucoup plus contrôlées. Et pour certains délits, certains délits ont beaucoup plus de chances d'être connus pour ces personnes-là que pour d'autres types de populations. Et donc, au final, l'algorithme, pour 2 personnes qui ont un profil, qui ont le même profil, qui ont commis les mêmes délits, en fait, il va avoir 2 casiers judiciaires différents. Et un sera plus rempli que l'autre. Et donc, on comprend bien que, du coup, ces décisions sont biaisées. Et donc, l'algorithme ici, il ne fait que répliquer une discrimination qui existe dans les données qu'il a utilisées.
Alors, on va prendre un dernier exemple, et c'est un exemple qui est plus proche de nous, puisqu'il est en France. Donc en France, on utilise aussi des algorithmes pour évaluer les individus, et notamment la Caisse nationale des allocations familiales. Donc depuis plusieurs années, la Caisse nationale des allocations familiales note l'ensemble de ses allocataires. Et elle a plusieurs algorithmes, dont un qui sert à établir des listes de fraudeurs à contrôler. Et alors, depuis plusieurs années, des associations se sont aperçues que certains types de personnes étaient contrôlés de manière répétée, alors même qu'il n'y avait jamais de trop perçu d'allocation. Et que donc, malgré ça, on allait toujours contrôler ces personnes. Et ces personnes, c'est des catégories de population qui sont dans des situations complexes ou plutôt précaires. Ça peut être des familles monoparentales, des personnes en situation de handicap. Ça peut être aussi des gens qui cumulent des emplois ou qui ont des emplois irréguliers. Et en fait, ce qui se passe pour ces personnes, c'est qu'elles ont plus de mal que les autres à remplir les déclarations, parce que les déclarations, ils ne rentrent pas bien dans les cases. Donc, ils n'arrivent pas toujours à faire la déclaration telle qu'elle est attendue par le service administratif, qui n'a pas forcément prévu tous les cas de figure de la réalité. Et donc, ils font plus souvent que les autres des erreurs de saisie. Et dès lors qu'on fait une erreur de saisie dans sa déclaration, on est soupçonné de fraude. Et donc là encore, on voit que l'algorithme, il a son efficacité. Il est efficace pour cibler les populations qui ont de fortes chances de faire des erreurs de saisie. Et donc pour établir des listes de fraudeurs potentiels qui sont remplies toujours des mêmes catégories de personnes. Et donc au final, si on revient à la question qu'on s'est posée au départ, est-ce qu'on peut faire confiance aux algorithmes ? On peut leur faire confiance pour faire le mieux possible avec les données que nous, on leur fournit. Pour autant, ça ne veut pas dire que les résultats qu'on obtient vont être pertinents. Selon la question qu'on pose et selon les données dont on dispose, l'algorithme ne pourra pas, lui tout seul, forcément fournir une réponse pertinente. Par ailleurs, il faut probablement accepter aussi que sur certains sujets, on ne dispose pas des données nécessaires pour qu'un algorithme soit utile ou utilisable. Et puis pour terminer, je pense qu'il est important de bien garder en tête que quand on utilise des algorithmes pour évaluer des individus, il est indispensable que ces algorithmes soient transparents, c'est-à-dire que les critères qu'ils utilisent soient connus. Et puis il est indispensable aussi de vérifier, parce que ce n'est pas toujours facile de l'imaginer, donc de vérifier que l'algorithme ne va pas créer ou répliquer une discrimination. Merci beaucoup pour votre attention.